Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidoumpat, a reçu en audience ce 15 juin dans la salle des convivialités de son département ministériel l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, son Excellence Filippo Casmaca del Mugo. Durant ce moment de rencontre, les deux personnalités accompagnées des hommes et femmes de culture ont revisité les grands moments d'échange culturel qui unissent le Cameroun et l'Italie depuis un bon nombre d'années. Tous les hauts responsables du ministère des Arts et de la Culture, et au nom de tous les artistes et hommes de culture camerounais, je vous souhaite la bienvenue au ministère des Arts et de la Culture. Et d'emblée, je voudrais vous rassurer en précisant que tous les responsables du ministère des Arts et de la Culture sont mobilisés, prêts à s'impliquer dans tous les projets artistiques et culturels qui vont être développés entre nos deux pays pour assurer le succès des 10 projets. Une relation de coopération culturelle qui, pour l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, doit non seulement s'ouvrir vers de nouveaux horizons, mais aussi et surtout contribuer davantage à l'épanouissement et au développement culturel des deux pays. Nous avons parlé de la possibilité de créer des liens encore plus forts après que une délégation du Cameroun, pour la toute première fois, a pris part à la Biennale d'Arte de Venise. C'est la plus importante, la plus ancienne manifestation d'art moderne en Europe. Et pour la première fois, le Cameroun était représenté comme nation. Et donc pas uniquement par des artistes. Il y a eu un pavillon camerounais, un message, cette crypto-art qui est camerounaise, ça a déclenché beaucoup de relations, beaucoup d'intérêts, et aussi avec les artistes italiens qui étaient là présents, des relations de très grande amitié et d'affection. On a aussi parlé d'une initiative que l'ambassade d'Italie est en train de soutenir, c'est-à-dire l'exécution pour la première fois au Cameroun d'une opéra lyrique italienne. C'est le Don Giovanni avec la musique de Mozart, mais en langue italienne, qui va être présenté ici à Yaoundé le 21 et le 22 octobre prochain. Et on espère que le public du Cameroun va être intéressé parce que ça va être une façon de mettre en évidence la qualité des talents locaux. Les chanteurs vont être des Camerounais et qui sont en train de travailler à ce projet avec un directeur d'orchestre italien et des musiciens italiens qui vont travailler et qui vont jouer avec leurs collègues du Cameroun. La visite de son Excellence Casmaca del Mugo au ministère des Arts et de la Culture du Cameroun vient davantage consolider les relations de coopération et d'amitié qui lient les deux pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce dimanche 3 juillet 2022 au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Accra au Ghana. Ce sommet était consacré notamment à la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région, à l'examen des rapports sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, ainsi que sur l'état de la communauté. Dans le domaine politique, notre région reste ancré fortement dans la démocratie, puisque 12 pays membres progressent régulièrement dans la consolidation de leur processus démocratique. Cependant, les transitions en cours au Mali, en Guinée et au Burkina peinent encore, à des degrés divers, à produire des résultats probants. Le dialogue avec les autorités de la transition de ces pays se poursuit en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, seul gage de stabilité pour résoudre les nombreux défis
auxquels ils sont confrontés. Lors de sa prise de parole à la cérémonie d'ouverture, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, par ailleurs président de la République du Ghana, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a appelé à des solutions plus efficaces pour le renforcement de l'intégration économique ainsi que la préservation de la stabilité de la paix dans la sous-région. Confrontés avec cette menace terroriste constante, il est impératif que nous continuions à mettre en œuvre notre plan d'action régional contre le terrorisme et de coordonner les différentes initiatives que nous avons dans le domaine de la sécurité. C'est cela qui permettra de renforcer notre réponse collective à cette menace déstabilisatrice. Notre détermination dans ce domaine-là doit être plus que jamais forte. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis en session à huis clos. Cette session a été marquée par la désignation du président de la Guinée-Bissau, son Excellence M. Umaru Sissoko Embalo, en qualité de nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et du diplomate gambien, Dr Omar Touré, en qualité de nouveau président de la commission de l'institution. Au terme des travaux, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan où il a été accueilli par le vice-président Timoko Mélié et des membres du gouvernement. Au terme de l'article 110 alinéa A de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les actes relatifs à la préparation et à l'organisation des opérations de recensement général de la population sont soumis par le Premier ministre de la République gabonaise à l'avis préalable de la Cour constitutionnelle du Gabon. C'est l'objet de l'audition hier par la haute juridiction gabonaise, à savoir la Cour constitutionnelle, du ministre de l'économie à la suite de la saisine du Premier ministre. Madame le docteur Marie-Madeleine Borancho, président de la Cour constitutionnelle, et ses collègues juges constitutionnels ont examiné les différents textes que le gouvernement a soumis à la Cour constitutionnelle pour avis et ont fait un certain nombre d'observations. Madame le ministre de l'économie gabonais a apporté des informations complémentaires, notamment la décision du gouvernement d'initier un projet de loi pour transformer la Direction générale de la statistique et des enquêtes économiques en un institut national de la statistique afin de se conformer aux standards internationaux, mais aussi un projet de décret portant organisation du recensement général de la population et des logements. D'ailleurs, les juges constitutionnels ont profité de l'occasion pour demander au ministre de l'économie gabonais s'il n'était pas plus judicieux que ce projet de décret leur soit soumis au préalable, car, assurément, il servira de base aux différents arrêtés qui seront pris ultérieurement, notamment les arrêtés fixant l'indemnité des agents recenseurs et le chronogramme des activités avant, pendant et après le recensement. Sur ce dernier point, Madame le ministre de l'économie gabonais a rassuré la haute juridiction gabonaise de ce que les choses avancent à un rythme régulier et que la formation des personnels devait commencer courant ce mois de juillet 2022. Le docteur Marie-Madeleine Borancho, président de la Cour constitutionnelle gabonaise, a demandé au ministre de l'économie de prendre avec ses techniciens la pleine mesure de la tâche qui leur est confiée, de par l'importance de l'opération, sa sensibilité particulière et sa portée politique. Le ministre gabonais de l'économie a promis revenir vers la haute juridiction pour complément d'information, rappelant au passage que le processus en cours prendra fin en juillet 2023. D'ici là, des ateliers sectoriels vont être organisés pour affiner le questionnaire qui servira de base de travail aux agents recenseurs. Les travaux de la session ordinaire du Conseil de communauté consacrés à l'examen et à l'adoption du compte administratif, du compte de gestion du receveur municipal et du compte matière pour l'exercice 2021 se sont ouverts ce 23 juin dans la prestigieuse salle de délibération de la communauté urbaine de Yaoundé, en présence du préfet du département du Foundi, du secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation, des maires des 7 communes d'arrondissement de la ville de Yaoundé et de nombreuses autres personnalités. Durant les travaux, le maire de la ville aux 7 collines, Luc Messia à Tangana, a présenté le bilan de l'exécution du budget alloué à la communauté urbaine de Yaoundé pour l'année budgétaire 2021.
Un budget qui était chiffré à plus de 41 milliards de francs CFA après l'affectation de l'excédent budgétaire de l'exercice 2020. L'exécution de ce budget est chiffrée à plus de 25 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 61,91%, tandis que les dépenses sont chiffrées à 22 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 54,37%. Des résultats satisfaisants qui laissent apparaître un excédent budgétaire de plus de 3 millions de francs CFA. Un travail salué et apprécié par le numéro 1 du département du Foundi, Emmanuel Mariel Dindeng. So we encourage the mayor to continue to build the road because it is the main problem that we have, roads. And problem of fighting against the urban disorder, we are accompanying the mayor. Donc, le taux d'exécution du budget 2021 est satisfaisant. Et lorsque nous jetons un coup d'œil dans les trois derniers exercices, nous voyons que 2021 a été en nette augmentation. Et nous pensons que l'accent devra maintenant être davantage mis sur les réalisations, l'investissement, construction des routes et autres. Nous apprécions déjà ce qui a été fait, les monuments. Il faut aussi un service d'entretien. Nous souhaitons cependant, là nous allons interpeller l'autorité compétente parce que le taux d'exécution est un peu freiné à cause des longues procédures pour la passation des marchés. Or, la communauté urbaine est bien disposée, mais il faut respecter différentes étapes. Ça freine énormément le taux d'exécution de ce budget. Malgré les multiples travaux d'aménagement et d'embellissement de la cité capitale, Luc Messia Tangana a proposé pour consommer l'excédent budgétaire de plus de 3 millions de francs CFA une délibération relative au plan de campagne de l'exercice budgétaire 2022 pour des travaux d'intérêt communautaire. Nous avons jusqu'à présent mis un accent sur l'embellissement de la ville. Cet embellissement va se poursuivre pour que la ville soit agréable à voir. Et cette fois-ci, nous allons nous appesantir sur la voirie, traiter les routes principales de la ville. Ces routes connaissent un problème, à savoir que ce sont des routes qui ont un certain âge, ce qui fait que les nids de poules se créent facilement. Donc c'est ce que je peux dire. Nous avons dernièrement lancé les travaux de bitumage d'un axe routier à Ekounou. Ce qui va suivre, c'est l'axe Fécom, Mimboman Village et les routes environnantes. L'entreprise est sur le chantier depuis novembre et nous attendons la sortie du décret qui fixe les taux d'indemnisation pour que les travaux démarre. L'occasion faisant le larron, le préfet du département du Foundi et le maire de la ville de Yaoundé ont procédé à la visite de plusieurs chantiers entamés à Yaoundé. Finalisation de la Transgabonaise, un projet important qui a réuni autour d'une table les décideurs gabonais, notamment Madame Rose Cristiano Soukara Ponda, Premier ministre de la République du Gabon, et les responsables en charge du suivi de ce gigantesque projet infrastructurel ce 4 juillet 2022. Objectif de cette rencontre, évaluer et dresser le bilan de l'état d'avancement des travaux. Pour Emmanuel Mundela, directeur général de Meridiam Afrique centrale, les travaux vont bon train. Nous sommes tout à fait encore en pleine mobilisation pour le développement des travaux. Les travaux vont en bon train. Nous avons tenu aussi à présenter à Madame le Premier ministre les acteurs financiers du projet. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un projet important, mais aussi qui mobilise des capitaux importants. Même si l'avancée des travaux est fort considérable, le temps presse. Il faut tout de même accélérer le rythme sur le terrain afin de livrer cette méga infrastructure dans les délais. Nous continuons à développer ce projet. Vous avez pu le voir récemment, le ministre de l'équipement était sur le terrain. Nous sommes continuellement sur le terrain pour s'assurer que l'entreprise en charge des travaux actuels continue à déployer toutes ses ressources pour s'assurer que le calendrier sera respecté. La Transgabonaise est une route économique devant relier Libreville et Franceville sur 780 km.
Une fois achevée, elle va permettre de développer les échanges entre les provinces et créer des emplois. La livraison totale de cette infrastructure est prévue en 2023. Sous la présidence de Madame le Président de la Cour constitutionnelle gabonaise, le docteur Marie-Madeleine Boranso, les juges constitutionnels ont entendu dans la salle de délibération Rose-Francine Rogombe, Madame Erline Antoniela Dembe, épouse Damas, ministre de la Justice, garde des Sceaux du gouvernement gabonais. Cette audition faisait suite à la saisine le 1er juillet 2022 du Premier ministre gabonais sur le contrôle de constitutionnalité de la loi organique fixant attribution, composition et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Les juges ont donc examiné ce dossier selon la procédure d'urgence, d'où l'audition en séance plénière du ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République gabonaise. La Cour constitutionnelle, comme vous le savez, examine la constitutionnalité des lois et j'ai été auditionnée ce jour s'agissant du texte portant organisation du Conseil supérieur de la magistrature, donc qui est une loi organique que nous avons reformulée et donc il était question de nous arrimer avec la Cour constitutionnelle à la teneur de ce texte parce qu'il y avait plusieurs discordances, plusieurs textes ont été reçus par la Cour et il fallait que nous nous arrimions sur les dispositions et l'esprit justement de cette loi. Les juges constitutionnels ont fait des observations à la fois sur le fond et sur la forme du texte. Le docteur Marie-Madeleine Boranso, président de la Cour constitutionnelle gabonaise, rappelant au passage que si le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature a été créé, c'est pour améliorer le fonctionnement de la justice gabonaise, car on s'est rendu compte que le Conseil supérieur de la magistrature gabonaise ne se réunit qu'une fois l'an en session ordinaire, mais que la bonne administration de la justice était souvent laissée de côté, d'où la création de ce secrétariat permanent. Au demeurant, les attributions de ce dernier et celles de l'inspection générale seront examinées à l'épreuve de l'application de cette loi organique. Ce samedi 2 juillet 2022, les familles gabonaises dont les élèves sont admissibles au baccalauréat sont en joie. Et le lycée Berthéjean remplit une fois de plus en faisant 100% d'admissibles au baccalauréat 2022 grâce à l'encadrement sans faille des élèves dans un univers propice aux études. 100% de réussite au baccalauréat 2022 pour le lycée Berthéjean, fondé par le docteur Marie-Madeleine Boranso, qui en fait sa raison d'exister pour une jeunesse dont l'éducation passe pour elle au premier plan. Impossible de la joindre au téléphone. Nous avons recueilli à chaud, avec beaucoup de chance, les impressions de M. Jacques-François Mavungu, recteur de l'Université internationale de Libreville, qui accueillera pour l'année universitaire 2022-2023 ses nouveaux bacheliers et ceux venus d'ailleurs. Joint au téléphone, M. Jacques-François Mavungu s'exprime sur ce 100% du lycée Berthéjean au baccalauréat. M. Jacques-François Mavungu, merci de répondre à notre appel. M. Jacques-François Mavungu, quel est votre sentiment après ce résultat qui honore au plus haut niveau l'enseignement du lycée Berthéjean? Je vous remercie pour cet appel téléphonique et vous confirme effectivement la joie des élèves du lycée international Berthéjean de Libreville pour ces résultats qui confirment l'encadrement des enseignants, l'assiduité des élèves et le travail continu des administratifs. J'imagine la fierté pour leurs parents et eux-mêmes aussi. Je vous confirme effectivement que notre lycée Berthéjean vient de réaliser 100% de réussite au baccalauréat 2022 et 100% au BPC, dont les résultats sont définitivement connus ce samedi 2 juillet. Je vous remercie. Merci M. Jacques-François Mavungu. Il ne nous reste plus qu'à dire bravo aux nouveaux bacheliers qui l'année prochaine seront les nouveaux étudiants de l'Université internationale de Libreville, tout en leur souhaitant de bonnes vacances méritées. Et au lycée Berthéjean de Essassa à Libreville au Gabon, toutes nos félicitations pour ce 100% au baccalauréat. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, a présidé le 29 juin dernier à Yaoundé la 33e session ordinaire du comité de concertation et de suivi du dialogue social, en présence du gouverneur de la région du centre, des chefs d'entreprise et de plusieurs syndicats. Durant ce moment d'échange, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a présenté les avancées positives du dialogue social. C'est avec une exhortation que je vous invite ce matin à mener nos réflexions avec pour point d'ancrage 3 thématiques majeures au regard du nouvel ordre du jour
qui vous a été transmise. D'abord, la problématique sur le rôle et la place du dialogue social dans la stratégie de lutte contre l'inflation que nous connaissons, qui est très forte aujourd'hui, qui sera présentée par le représentant du ministère du Commerce. Cette problématique, tout en mettant en exergue les vertus cardinales du dialogue social, permettra aux différents acteurs de disposer de la bonne information pour opérer les bons choix. Ensuite, comme je l'ai précédemment signalé, le représentant de la CNPS fera une présentation sur la consultation en ligne du compte individuel assuré dont vous connaissez les faiblesses de l'assuré, j'entends. Il est temps que sur ce champ, les employeurs déclarent ce qu'ils embauchent et qu'ils soient bien pris en compte par la sécurité sociale. Il s'agit entre autres du consensus trouvé au sujet de la revalorisation du SMIC, un projet qui pour le ministre connaît une issue favorable pour les travailleurs. Le secteur des banques et finances n'est pas en reste, avec la signature de la convention collective du dit secteur qui a accouché d'une revalorisation cumulée de 6,5% de la grille salariale des travailleurs du secteur bancaire au Cameroun. Autre avancée issue du dialogue social lors des récents travaux de la conférence internationale à Genève, le Cameroun a atteint le cap des normes internationales du travail, avec des conventions de santé et de sécurité au travail, des traités figurant désormais au rang des conventions fondamentales dans l'Organisation internationale du travail. Des progrès significatifs qui motivent davantage le comité de concertation et de suivi du dialogue social à suivre et à examiner les revendications objectives des organisations professionnelles afin d'y apporter des solutions palpables. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Mélié Koné, s'est entretenu ce mardi 5 juillet 2022 avec une délégation de partenaires techniques et financiers sur la nutrition, conduite par le coordonnateur résident du système des Nations Unies, M. Philippe Poinceau. Le point des engagements pris par la Côte d'Ivoire en matière de nutrition et les perspectives de renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers dans ce domaine ont été au centre des échanges. Déjà, le pays d'Ivoire a fait beaucoup de progrès et notre intérêt, c'est de voir comment nous pourrions, comme le vice-président a dit, c'est plus loin, plus rapide. Donc, nous sommes là pour appuyer, accompagner l'État de Côte d'Ivoire et nous voulons continuer ce discussion avec Monsieur le vice-président dans l'avenir pour aller ensemble. La crise alimentaire généralisée créée par la guerre en Ukraine risque de retarder les engagements pris par la Côte d'Ivoire en 2021 au sommet de Tokyo sur la nutrition, où le pays avait réaffirmé son engagement à éliminer la malnutrition sur toutes ses formes à l'horizon 2030. C'est une foule immense de plus de 10 000 personnes qui s'est mobilisée pour dresser le tapis rouge au tout nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. Des hommes et des femmes venus nombreux à la place Henri Konan Bédié pour écouter celui qui fut depuis 11 ans déjà député d'Agboville. Une cérémonie d'accueil aux allures d'une réjouissance familiale. Le tout nouveau président de la Chambre basse du Parlement ivoirien est heureux de communier avec ses pairs et de pouvoir assurer cette nouvelle mission afin de témoigner une fois de plus son amour pour la Côte d'Ivoire, sa mère patrie. Bien que nous avons voulu ce jour une mobilisation limitée, montre que tout la Guébitia s'attendait ce résultat. Chers frères, tes parents sont heureux et fiers de toi. Un homme apprécié par tous les parlementaires pour sa dévotion politique et son amour pour le pays. Le président Adama Bictogo, il a su mettre à ses pieds toutes les tendances politiques au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on arrive aujourd'hui à cette fête. Le président Bictogo a fait l'unanimité, on peut le dire, parce qu'il a battu sa campagne de manière exceptionnelle vis-à-vis de tout le monde, sans distinction de groupe parlementaire.
Sa victoire à la tête de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il la doit à cette population ayant fait de lui, depuis, le député d'Agboville. Pour témoigner de sa reconnaissance, Adama Bictogo est plus que jamais résolu à s'investir davantage pour l'amélioration des conditions de vie du peuple ivoirien. En marge des assises de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'APF, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire et une forte délégation de parlementaires francophones ont visité le mémorial du génocide de Kigali afin de s'imprégner de l'histoire du génocide qui a secoué le Rwanda en 1994. Sur ce site, 14 fosses communes pour plus de 250 000 victimes du génocide. Il ne faut pas oublier des éléments, des drames comme ceux-là qui nous ébranlent, qui nous bouleversent, où l'on se demande qu'est-ce qui a pu se passer, même si on tente de se l'expliquer. Mais il y a surtout un grand message, et je pense que le message, il est là. Alors, c'est une belle leçon de vie, même si elle passe par la mort. Le site dispose d'un musée qui retrace toute l'histoire de ces moments sombres de l'histoire du Rwanda. C'est malheureux ce qui est arrivé, mais il y a des leçons à tirer pour le monde entier. Pour pas que ces choses-là se répètent. C'est important de rappeler aux gens, de conter cette histoire ici et que le peuple, que ce soit au Rwanda ou partout à travers le monde, se souvienne de ce qui est arrivé ici. Le génocide rwandais s'est déroulé du 7 avril au 17 juillet 1994, faisant environ 1 million de morts. Des faits qui ont entaché la cohésion nationale, une véritable déchirure du tissu social. Le Rwanda, néanmoins, a réussi à se relever de ce drame et à amorcer son développement. Et ça a été une visite très dure. C'est pour nous une visite qui amène l'être humain à se remettre en cause. Rien ne peut justifier autant de tueries. Et le plus dur, c'est lorsque nous avons terminé la visite par ces enfants de 6 mois, 2 ans, qui ont péri par la faute des hommes. Donc c'est une crise née, créée par les hommes, créée par, je dirais, nos égos, créée par le refus de s'écouter, créée par le manque de tolérance. La forte délégation de l'APF, conduite par son président, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a fait un arrêt au musée de la campagne contre le génocide, musée logé à l'enceinte du Parlement rwandais. On y trouve des photos et des textes qui retracent la longue marche du Rwanda allant de la crise à l'unité nationale. Ce mercredi 6 juillet 2022, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h50 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le conseil a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante CEI. Ce projet de loi modificatif intervient conformément aux conclusions du dialogue politique de mars 2022 initié par le gouvernement. Le projet de loi crée 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et des commissaires locaux. Ces postes seront dévolus pour l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre personnalité désignée par l'opposition. Il institue en outre un 4e poste de vice-président au sein du bureau de la commission électorale indépendante. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt numéro 2021-008/PRCI 2022-0100 d'un montant total de 15 315 millions de francs CFA conclu le 21 janvier 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet de développement intégré du Wassoulou PDIWCI phase 1. Ce projet vise à renforcer les échanges transfrontaliers en contribuant à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention. Le projet prévoit entre autres la construction de 2 barrages d'une capacité totale de 18,3 millions de mètres cubes et l'aménagement de 249 hectares en aval des 10 barrages pour la riziculture, le maraîchage, la construction d'un marché régional et la réalisation de 77,5 km de pistes de désenclavement sur les sites
de production. Le Conseil a adopté une communication relative au compte rendu du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement PND 2021-2025 organisé le 15 juin 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Les annonces de financement des partenaires sur la période 2021-2025 s'élèvent à 26,18 milliards de dollars, soit 15 707 milliards de francs CFA. Ce niveau de mobilisation exceptionnel représente une réalisation de l'objectif du groupe consultatif de 168,2%. Ces contributions exceptionnelles des partenaires représentent en effet près de 70% en plus par rapport à l'objectif fixé de 9 335,6 milliards de francs CFA, soit 15,5 milliards de dollars pour les besoins de financement destinés à l'investissement public. Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des résultats globaux définitifs du recensement général de la population et de l'habitat de 2021 sur la période allant du 8 novembre au 14 décembre 2021. Il en ressort que la population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants, comprenant 22 840 169 personnes de nationalité ivoirienne, soit 78%, et de 6 435 835 personnes de nationalité non ivoirienne, soit 22%, pour un nombre total de ménages ordinaires de 5 616 487, ce qui nous donne une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. Le Conseil a entendu une communication de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sur les résultats 2022 du BEPC. Les résultats donnent cette année un taux de 28,89% d'admis. Nous avons eu 519 449 candidats avec 150 081 admis, ce qui donne donc ce taux de 28,89%. Sur l'amélioration des conditions de vie des populations, le Conseil s'est penché sur la question de la cherté de la vie. Le gouvernement continuera donc les efforts pour protéger le portefeuille de l'Ivoirien. C'est en cela que les mesures de plafonnement donc, de certains produits ont été maintenues, notamment en ce qui concerne le gasoil. Et vous devez savoir que cela induit donc en fin juin une subvention de 405 milliards de francs CFA sur les hydrocarbures, aussi bien le gasoil donc que le super. Le Conseil a été informé de la future rencontre du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, avec les anciens chefs de l'État, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, aura lieu le 14 juillet 2022. C'est dans la salle de délibération Rose-Francine Rogombe que les juges constitutionnels ont auditionné le ministre des Affaires étrangères gabonais, M. Michael Moussa Adamo. Le docteur Marie-Madeleine Boranzo, président de la Cour constitutionnelle gabonaise, a rappelé avant toute chose les dispositions de l'article 84 de la Constitution qui donne compétence à la Cour constitutionnelle de statuer obligatoirement sur les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur quant à leur conformité à la Constitution après adoption par le Parlement de la loi d'autorisation. Le ministre des Affaires étrangères, M. Michael Moussa Adamo, s'est donc soumis à cette exigence constitutionnelle. La Cour est garante de notre Constitution. Elle veut s'assurer que les conventions et autres traités et instruments internationaux dont le ministère des Affaires étrangères est dépositaire sont conformes à notre loi fondamentale. Donc j'ai été auditionné sur 2 projets de conventions, de traités, d'accords bilatéraux, notamment avec l'Italie et les Émirats arabes unis, pour regarder la conformité avec notre loi fondamentale.
C'est dans l'examen du dossier que les juges constitutionnels ont noté des omissions dans les textes, à savoir la convention entre la République gabonaise et la République italienne et l'accord entre la République gabonaise et les Émirats arabes unis en vue d'éviter en matière d'impôts la double imposition. On s'est rendu compte que certaines situations n'ont pas été totalement prises en compte. Le docteur Marie-Madeleine Boronzo, président de la Cour constitutionnelle gabonaise, a rappelé que les simples accords ne sont pas soumis à ratification. Seuls sont soumis à ratification les accords internationaux et qu'en la matière, aucun instrument ne rentre en vigueur tant qu'il n'est pas ratifié. Car, conclura-t-elle, c'est la Constitution qui prime et les partenaires du Gabon doivent se soumettre à notre loi fondamentale. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.